c'est qu'elles sont Non, c'est pour lui donner, pour passer le cours. Mais je reste, je suis pas sûr. Est-ce qu'il faut la donner à Pierre? Bon, écoute, on verra. Par contre, peut-être pour montrer le pupitre, on range les micros avec Renan. Peut-être les pupitres après, il va voir. Ah oui, il est monté là-bas. Oui, bah d'accord. Ok. Bah, je fais ça. Ouais, je fais ça. À chercher. Et la gerbe, du coup, c'est qui? C'est Cassandra. C'est Cassandra. On va attendre que tout le monde se mette en place quand même. C'est tout bon? Lecture du message commun aux associations de déportés par Monsieur Denis Martin Barbas, maire d'Isieux. Message pour la journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation. Dimanche 28 avril 2024. En cette journée nationale du souvenir, commémorer la tragédie humaine que fut la déportation, c'est d'abord rappeler l'horreur et la barbarie des systèmes concentrationnaires et génocidaires nazis. C'est se souvenir de l'extermination par le régime nazi d'une partie de l'humanité, ciblant les juifs et les tziganes de tout âge. C'est se souvenir également de la déportation de femmes, d'hommes et parfois d'enfants, considérés comme ennemis du Reich ou indésirables, dans des camps où règne l'exploitation par le travail, la terreur et la détresse la plus extrême. En 1944, il y a 80 ans, en France, occupée alors que l'Allemagne subit d'importants revers militaires, partent les 14 derniers convois de déportation génocidaires. En mai et juillet, des femmes et des enfants, des prisonniers de guerre juifs détenus en Allemagne, sont envoyés comme otages au camp de Bergen-Belsen. Cette année-là aussi, en France, la lutte contre la résistance et les maquis devient prioritaire pour l'ennemi. Près de 45 000 hommes et femmes sont déportés de France et plusieurs milliers de ressortissants français arrêtés sur le territoire du Reich pour rébellion ou actes hostiles sont envoyés à leur tour dans les camps de concentration. Victimes des derniers soubresauts du Reich à l'agonie, mais encore capables des pires atrocités, les détenus vivants et morts sont entassés dans les camps où, malgré tout, la résistance clandestine s'organise pour contrecarrer les sinistres projets nazis. Cet hommage intervient dans une période à nouveau chaotique, où les désordres du monde menacent la démocratie et engendrent la souffrance des populations civiles innocentes. Restons mobilisés contre le fanatisme, contre la résurgence des idéologies de haine et d'exclusion, et unissons dans un même hommage tous ces êtres humains dont les vies furent broyées en raison de leur résistance, de leur croyance, de leur origine ou de leur orientation sexuelle, au nom du régime raciste, expansionniste et dominateur. Plus que jamais, notre combat est celui de la liberté et de la paix.
Dépôt de la gerbe commune des autorités, des élus et des anciens combattants. Je vous demande d'observer 1 minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. La cérémonie devant la stèle nationale est maintenant terminée. Je vais néanmoins demander aux autorités de rester en ligne pendant qu'on va déplacer le matériel et ensuite je les accompagnerai jusque devant la maison. Et je vais demander au public aussi de se déplacer vers la maison. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents en cette journée nationale du souvenir des victimes de la déportation. Ce dernier dimanche d'avril est marqué depuis quelques années par la présence d'une importante délégation venue de Belgique. Et je me permets de saluer tout particulièrement la centaine de jeunes présents aujourd'hui et présents ici depuis jeudi dernier, amenés par cette même délégation. Sans plus attendre, je demande et j'invite à me rejoindre Bertrand Werth, membre du conseil d'administration de la Maison d'Isieux et représentant ce jour son président, M. Thierry Philippe, qui malheureusement ne peut être avec nous. Merci Alexandre. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le maire d'Isieux, le maire de Brégnier-Cordon, Madame le maire de Cézérieux, de Belay, le maire adjoint de Bourg-en-Bresse, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux de l'Ain et de l'Isère, Monsieur le maire de Flaxieux, Monsieur le maire de Brégnier-Cordon, Madame la sous-préfète de l'arrondissement de Bourg-en-Bresse, chères représentantes et représentants associatifs, très chers enseignants et enseignantes, chers élèves, chers invités belges et européens, chers amis de la Maison d'Isieux. Au nom de la Maison d'Isieux, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue ici, au hameau de l'Élinaz. C'était donc il y a 80 ans. Pour vous, les enfants, cela peut paraître loin, très loin. Pourtant, cela correspond aux années d'enfance des enfants cachés, comme on les appelle. Ces années où ils ont été séparés, quelques années ou à jamais, de leurs parents. Je pense ici en particulier à Béla Swiatowski et Marcel Zalk, ici présents, militants infatigables et fondateurs de l'Association pour la mémoire de la Shoah en Belgique, qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de nous accompagner pendant tous ces jours depuis la Belgique. C'était donc il y a 80 ans qu'ici, dans cette grande maison, plus de 105 enfants juifs ont trouvé refuge, loin de leur famille, de leurs parents, entre le mois de mai 1943 et le 6 avril 1944. L'histoire de ces enfants et de leurs familles peut se résumer en 4 étapes. Le premier acte, celui de l'incertitude, de la fuite et des camps. Pendant un peu plus d'une année, le couple Zlatin, Sabine et Miron, tous les deux juifs, originaires d'Europe centrale, ont fait vivre cette maison d'accueil. Pour chasser des confins de l'Europe jusqu'au Caucase, en passant par l'Afrique du Nord, ce sont des centaines de milliers de familles juives qui se sont mises sur les chemins de l'exil. Dès les années 30, beaucoup deviennent des réfugiés. La France joue alors son rôle de terre d'accueil. Les familles des enfants d'Isieux en sont le parfait exemple. Tels les réfugiés d'aujourd'hui,
de Syrie, d'Ukraine ou d'ailleurs. Un certain nombre arrivent avant ou au début de la guerre et ils s'installent dans les villes de France. Les familles originaires de Belgique, des enfants d'Isieux, et puisque nous avons 6 écoles belges présentes aujourd'hui, ces familles-là ont généralement pris la route de la France avec l'avancée allemande, en mai-juin 40, la grande débâcle. 2 millions de personnes qui arrivent par le nord, dont beaucoup de juifs. Rapidement, beaucoup se retrouvent internés. Oui, internés dans les camps instaurés par l'occupant en zone nord, ou par le gouvernement de Vichy collaborationniste et antisémite en zone sud. Les lois contre les juifs de France, notamment étrangers, qui débutent dès octobre 1940, ont permis le recensement imposé en préfecture, puis les arrestations, les internements dans des camps gardés par la police française, en zone nord comme en zone sud. Le deuxième acte, l'accueil, la vie, les dessins, l'écriture et les chants. C'est alors que les premières déportations de 1942 accélèrent les sauvetages. Madame Zlatin, comme d'autres, sort les premiers enfants de ces camps. Elle les cache, puis l'œuvre de secours aux enfants pour laquelle elle travaille l'aide à trouver refuge ici, à Isieux, en zone italienne, dès le mois de mai 1943. À noter l'entremise, l'aide du sous-préfet résistant, Pierre-Marcel Wilzer, aide qui est décisive. Parmi la dizaine des premiers enfants arrivés ici à Isieux en mai 1943, 3 sont belges. Il y a les frères Boulka, Mayer et Albert. Le petit Albert, c'est le cadet de la colonie, le plus petit. Affectueusement, on l'appelle Coco. Il n'a que 3 ans. Tous les deux, ils sont originaires de Belgique, des bords de Meuse, de la fière cité ardente de Liège. Il y a un 3e enfant parmi ces 10 premiers enfants qui est originaire de Belgique. Il s'appelle Émile Zuckerberg. Émile, il a 1 an de plus que Coco. Il a 4 ans. Lui, il est né dans le nord du pays, sur les bords de l'Escaut, à Anvers. Plus tard, arriveront les frères Tettelbaum, qui sont aussi d'Anvers, dont nous conservons beaucoup de dessins, ici, à la colonie, dans la maison. Et vous me direz, pour des enfants belges, rien de très surprenant, qu'ils aiment dessiner. Et puis, il y a aussi la petite Nina Aronowitz. Nina, elle a 12 ans, en avril 1944. Elle est née, elle a grandi dans les quartiers populaires de Bruxelles, à la frontière entre Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek. À son sujet, le directeur du lycée moderne, de l'Athénée local de Belay, Gaston Lavoile, qui a joué un rôle important pour la colonie et pour les enfants, qu'il accueille dans son école. Au sujet de Nina, il dira « Je revois Nina, délicieuse enfant, rayonnante de gentillesse et de grâce. Nina, elle chantait à ravir, et ça faisait l'enchantement de tous. » Et puis, il y a aussi Alec Bergman. Alec, c'est un ami des Boulka, les 2 premiers que j'ai cités, Mayer et Albert. Alec, il les connaissait de Liège, en fait, parce qu'ils étaient originaires de Liège, tous les 3. Alors Alec, lui, il a eu de la chance, il a survécu. Il est parti d'Isieux en août 1944. Après la guerre, Alec, qui a survécu, il est retourné à Liège. Il y a même passé sa vie, puis il a fondé une famille. Et puis, comme une revanche sur ces terribles années, sa petite fille, Yael Bergman, si tu es là, Yael, eh bien, Yael, elle travaille ici aujourd'hui à la maison d'Isieux. Comme d'autres enfants ou petits-enfants d'Isieux ont pu le faire, merci à toi, Yael, pour avoir fait le choix de venir soutenir la maison par ton travail. Votre engagement est essentiel. Voilà, au total, ce sont 17 enfants juifs belges qui passeront par la maison entre mai 1943 et avril 1944. Ils ont tous pour point commun que très peu partiront avant la rafle. Seulement 3. Parmi ces 3, donc, les 3 survivants, j'ai mentionné Alec Bergman, qui avait 13 ans. Il y avait aussi Samuel Stern, qui avait 7 ans, qui
qui était née à Anvers. Et puis Paulette Hébert, qui avait 15 ans, qui, elle, était née à Bruxelles. Troisième acte, le drame, la déportation à travers l'Europe et le crime. Alors, cette terrible journée de la rafle arrive ce 6 avril 1944. Les enfants se lèvent juste, les camions arrivent dans la cour, les criminels entrent, frappent, terrifient les enfants. Ils menacent les voisins. La famille Perticose, Marie, Eusèbe et leur ouvrier agricole, Julien Favet, sont les témoins directs de la première étape du crime. Ces amis des premiers jours de la colonie, ils offrent une précieuse et essentielle bienveillance qui continue encore aujourd'hui, à travers les générations. Puis c'est le passage par Lyon. Les camions partent, ils s'arrêtent brièvement à Brigné-Cordon, ils vont à Lyon, ils resteront une nuit à la prison Montluc. Vous savez les enfants, c'est là où on était mercredi, l'après-midi. Il reste une nuit et le transfert en train se fait rapidement en direction de Paris, du camp de Drancy, l'équivalent de la caserne d'Aussin pour nous en Belgique. Les départs se font rapidement, pareil, moins de 10 jours. La déportation pour la plupart des enfants, c'est le 13 avril, par le convoi 71, dans lequel elles et ils sont déportés, notamment avec Madame Simone Veil. Suivront les convois 72, 73, 74, 75, 76. À l'arrivée, c'est le tri sur la rampe de Birkenau. Le crime et la volonté directe d'effacer le crime. La vie s'arrête pour ces 44 enfants et leurs 7 accompagnateurs. Ils sont tous et toutes innocents, déportés pour le seul fait d'être nés juives et juifs. Seule Léa Feldblom, sélectionnée pour le travail. Léa qui encadrait les enfants ici à la maison. Léa, elle survivra. Elle finira sa vie dans le refuge qu'est pour elle et pour tant d'autres l'État d'Israël. Quatrième acte, le combat mémoriel, la justice, l'éducation et l'histoire. Les récentes recherches historiques de la Maison d'Isieux ont à la fois permis de mieux connaître l'histoire des faits, des victimes, mais aussi d'exhumer la construction de la mémoire après la guerre. Sur les faits en eux-mêmes et leur compréhension. Au-delà de la somme produite par les chercheurs et acteurs, Serge et Beate Karlsfeld, qui nous font l'honneur d'être dans le conseil d'administration de la Maison d'Isieux, l'évolution des connaissances la plus significative se retrouve certainement dans la lecture des faits. Une lecture qui n'est plus seulement française, mais bien européenne. Une lecture des faits à l'échelle réelle du crime des Juifs d'Europe. Parallèlement, l'histoire de la mémoire de la colonie des enfants d'Isieux a aussi connu des avancées essentielles. On peut penser à la redécouverte relativement récente par le travail de la Maison d'Isieux et de son équipe, la redécouverte de la première commémoration du 7 avril 1946, tout de suite après la guerre, où plus de 3000 personnes étaient présentes ici. On a des photos avec des gens même présents dans les arbres. Les autorités locales, régionales, nationales sont très impliquées. Cela donne une idée du retentissement à l'époque en France de ce crime, alors même que le pays commence tout juste sa reconstruction, que les procès pour collaboration ne sont toujours pas finis, que le décompte des déportés n'est pas encore terminé et que l'extermination de plus de 6 millions de Juifs d'Europe est très loin d'être documentée, comprise, connue, reconnue au sein de la population. Déjà, on fait une commémoration. Le rattrapage historique et mémorial des années 70 participera de cette redécouverte, mais aussi de la mise en route des actions de la justice française, avec en particulier le jugement de Klaus Barbie en 1987. C'est le premier d'un responsable nazi en France qui a abouti à la condamnation pour crime contre l'humanité et à une peine de réclusion à perpétuité. Depuis lors, la Maison d'Isieux est devenue un mémorial. C'est un des 3 lieux nationaux républicains de mémoire de la Shoah en France. Par-delà la mémoire et ses actes, où l'on se réunit pour commémorer, malgré les éléments, pour se rassembler autour de celles et ceux qui ne sont plus, afin de se rappeler, de prier, de se recueillir. Ce lieu est surtout et aussi devenu un lieu d'enseignement et d'éducation. Ce sont plus de 35 000 visiteurs qui viennent chaque année, dont la moitié sont des élèves. Si la plupart des écoles viennent de la région, nous venons des régions environnantes, nous nous faisons une priorité à travailler avec les publics qui en ont le plus besoin, d'un point de vue de l'enseignement et de la pédagogie. Je pense en particulier à ces villes et ces quartiers où vivent les populations les plus en difficulté, d'un point de vue social, économique et culturel. Des lieux, comme en Belgique,
où souvent prospèrent les a priori et méconnaissances sur le judaïsme qui servent le terreau de l'antisémitisme. Isieux est aussi un lieu de rencontre, de travail en commun, à la manière de ce projet qui réunit 90 élèves de 7 écoles, de 16 nationalités différentes, rassemblant des élèves catholiques, protestants, musulmans, juifs ou agnostiques. Comprenant aussi des enfants de réfugiés syriens ou ukrainiens. Vous venez des 3 régions de Belgique, mais aussi de Paris, jusqu'à Isieux pour étudier l'histoire européenne et vous construire ensemble comme citoyens belges, allemands, mais aussi et surtout européens. À l'image des nombreux partenariats développés en France, en Europe et jusqu'en Israël par la Maison d'Isieux, l'année dernière, nous avons signé un accord de partenariat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, ici même, en présence de Thierry Philippe, notre président, et du président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Géolet. C'est ici aussi qu'on a signé il y a 2 ans, en avril 2022, en présence de la ministre de l'Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir, qu'elle a annoncé un décret rendant obligatoire l'enseignement de la Shoah en école secondaire, dans toutes les écoles francophones belges. Chers amis, la Maison d'Isieux, c'est aussi cela, un lieu d'histoire, de mémoire et d'enseignement où le destin tragique de 44 enfants et 7 adultes les ont fait rejoindre l'histoire universelle de plus de 6 millions d'autres juifs et juifs morts, assassinés en Europe par l'idéologie nationale-socialiste et ses collaborateurs nationalistes et antisémites. La Maison d'Isieux, c'est aussi un grand miroir qui invite tout à chacun à l'introspection, à la réflexion individuelle et collective sur nos décisions, nos engagements et nos actes. Des actes comme celui que vous, citoyennes et citoyens européens, aurez à poser dans quelques semaines. Ce sera à vous de faire des choix et de poser des actes à travers le vote aux élections européennes qui arrivent le 9 juin et pour lequel plus de la moitié d'entre vous, les élèves, auront l'occasion de voter, puisqu'en Belgique, on peut voter maintenant dès l'âge de 16 ans. Alors rappelez-vous que jamais dans l'histoire, les extrêmes, les idées extrémistes, de quelque côté qu'elles soient, n'ont apporté de solutions non violentes aux maux et aux défis de nos sociétés. Il y a aussi des actes comme celui de résister. On l'a vu au Centre d'histoire de la résistance à la déportation de Lyon, avec la superbe exposition sur Jean Moulin. L'acte de résister, de résistance, en particulier non violente, il ne doit pas se décliner seulement au passé. La résistance face aux discours simplistes et binaires qui veulent nous contraindre à choisir un camp et veulent nous faire croire aux solutions immédiates et faciles. Résistance face aux tentations de repli sur soi nationalistes et xénophobes, désignant l'étranger, le migrant, le réfugié comme le responsable de tous nos problèmes. Résistance face aux discours de haine, tels que la négrophobie ou l'islamophobie. Résistance face à l'explosion des paroles et des actes antisémites, tels ce tag « Mort aux Juifs » inscrit sur les murs d'un bâtiment public cette semaine à Bruxelles. Ce cancer de l'antisémitisme est bien encore présent, sous différentes formes. Il touche toutes les parties de nos sociétés. Chers amis, chers enseignants, chers élèves, j'en arrive à ma fin. Je voudrais terminer ce discours en ayant une pensée pour notre ancienne présidente de la Maison d'Isieux, Hélène Wesbord. Hélène Wesbord était une militante infatigable du devoir de mémoire, mais aussi de l'enseignement. Elle a travaillé toute sa vie pour l'éducation nationale française. Elle était elle-même victime directe de la barbarie nazie. Elle nous a quittés il y a quelques mois. Je voudrais aussi rappeler que l'essentiel du message et du travail contemporain de la Maison d'Isieux s'adresse à vous, l'enfance, la jeunesse, aux élèves, qui, grâce à l'excellent travail de notre équipe, représentent la moitié de nos visiteurs chaque année. Une jeunesse, une enfance, qui sont si souvent, malheureusement, les premières victimes des conflits contemporains, du Moyen-Orient au bassin du Donbass, en passant par l'est du Congo, du Yémen, du Sud-Soudan, des vallées du Caucase, du côté de l'Arménie et de l'Artsakh. Une enfance qui représente la vie, parce que malgré tout, malgré le crime qui s'est joué ici, la Maison d'Isieux est surtout et aussi devenue un lieu de vie.
Et il est là certainement, elle est là la plus belle revanche que nous pouvons offrir à ces enfants innocents et à vous tous, les enfants. Merci beaucoup. Je laisse la parole à M. Marcel Zalk, président de l'Association pour la mémoire de la Shoah. Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers élèves et professeurs, chers amis, aujourd'hui, nous sommes rassemblés face à la Maison d'Isieux, un lieu qui porte des lourdes cicatrices de l'histoire. C'est en effet en ces murs qu'ont vécu 44 enfants juifs et leurs éducateurs, innocentes victimes d'une idéologie mortifère de haine et de discrimination perpétrée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces enfants étaient comme vous, remplis de rêves, d'aspirations et d'espoir pour l'avenir. Mais ici, leur destin tragique nous rappelle les conséquences dévastatrices qui les ont emmenés en ce lieu. La haine, le racisme, l'antisémitisme et le rejet de l'autre. Et c'est à ce titre qu'aujourd'hui, nous allons ensemble nous rappeler, nous souvenir et rendre hommage à leur mémoire, mais aussi tenter de comprendre. Comprendre comment de telles atrocités ont pu se produire pendant ce que l'on nomme l'Holocauste ou la Shoah. Ces termes qui évoquent une période sombre de notre histoire, une période où la haine, le racisme et l'antisémitisme ont mené à l'extermination de 6 millions de juifs, dont 1,5 million d'enfants, ainsi que de millions d'autres victimes innocentes. Comprendre que derrière chaque victime, il y avait un être humain, avec ses rêves, ses espoirs et ses peurs. L'antisémitisme est cette forme de discrimination envers les personnes de confession juive, une plaie qui a traversé les âges depuis la nuit des temps, empoisonnant les esprits et semant misère et destruction, et toujours présente aujourd'hui, souvent de manière subtile, mais toujours aussi dangereuse, malgré les habits neufs dont elle se pare, en s'adaptant aux situations, tout comme aux lieux qu'elle infecte par la haine. Cette force destructrice qui aveugle les cœurs, éteint la lumière de l'humanité et qui doit nous rappeler que nous avons le devoir de résister à cette forme de discrimination et d'intolérance. Chacun de nous a le pouvoir de choisir l'amour et la compassion plutôt que la haine et la division. Car le racisme est une notion absurde selon laquelle la couleur de peau, l'origine ethnique ou la religion déterminent la valeur d'une personne. C'est en effet une maladie sociale qui gangrène encore notre société. C'est à nous, à vous, de lutter activement contre cette injustice afin de promouvoir l'égalité et la diversité. Le rejet de l'autre est cette tendance à exclure ceux qui nous sont différents. C'est une attitude qui nous éloigne de notre humanité commune. Dans ce monde devenu un grand village, nous devons embrasser la diversité sous toutes ses formes et célébrer ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. En nous remémorant aujourd'hui le destin tragique des enfants de la Maison d'Isieux, nous nous engagerons à combattre ces fléaux avec fermeté et détermination. Nous honorerons ainsi leur mémoire en promouvant un monde où la tolérance, le respect et la compréhension mutuelle règnent en maître. Chers élèves, vous êtes les gardiens de l'avenir, de la mémoire, et il vous incombera de construire un monde où la justice et la dignité humaine sont inébranlables. Ensemble, levez-vous contre l'antisémitisme, la haine, le rejet et le rejet de l'autre pour que de telles horreurs ne se reproduisent jamais plus. Mais ce devoir
va au-delà de la simple commémoration. Il s'agit aussi de comprendre les mécanismes qui ont permis cette tragédie, de reconnaître les signes de l'intolérance, du racisme et de cet antisémitisme, et de les combattre fermement et sans relâche. Mesdames et messieurs, chers enfants, je vous invite à rejoindre ce combat dans un monde meilleur, un monde où chacun est respecté, un monde où la diversité est célébrée, un monde où la mémoire des victimes de l'Holocauste, de la Shoah, seront honorées par le plus jamais ça. Je vous remercie de votre attention. La parole est à présent à Madame Irena Dalloisio, représentante de la Direction Citoyenneté, Mémoire et Démocratie de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Madame la sous-préfète, monsieur le maire, chers responsables de la maison d'Isieux, mesdames et messieurs, chers enfants, chers enseignants, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous au nom du ministère de la Communauté française de Belgique, le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette année encore, notre ministère, ainsi que des enfants et des adolescents scolarisés en Belgique, leurs enseignants qui mènent un travail extraordinaire, toute une délégation est venue apprendre l'histoire, rendre hommage aux victimes de la déportation et tout particulièrement aux 44 enfants et aux 7 éducateurs raflés ici même il y a 80 ans. Aujourd'hui, nous sommes venus citer les noms, regarder les visages, admirer les dessins, relire les mots pleins de couleurs et d'espoir, reconnaître l'individualité de personnes, de ces enfants et de ces adultes dont on a voulu tout enlever, jusqu'à la moindre trace. Durant les conflits de l'époque contemporaine, les civils, parmi lesquels les enfants, font hélas souvent partie des victimes innocentes. Dans le cas de la colonie d'Isieux, cette réalité est d'autant plus cruelle que ces enfants ont été assassinés uniquement pour ce qu'ils étaient, des Juifs. Il y a un lien évident entre cet événement singulier et notre pays, la Belgique. Parmi les enfants accueillis à la colonie d'Isieux, comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, 17 viennent de Belgique. 14 de ces enfants sont présents à Isieux le 6 avril 1944. 2 d'entre eux venaient de Bruxelles, 3 de Liège et 8 d'Anvers. Mais au-delà de cet élément, l'histoire de la colonie d'Isieux est aussi notre histoire, car il s'agit de l'histoire de la Shoah, de l'histoire de la mise à mort systématique des Juifs, certes, mise à mort qui a été orchestrée par le Troisième Reich, mais aussi facilitée par certains citoyens et par les autorités de différents États d'Europe. Ce passé, cette histoire est donc européenne. Aujourd'hui encore, notre nature humaine, la nature que partage l'humanité, est souillée par ce crime. Commémorer les victimes, leur rendre hommage, c'est la moindre des choses que nous puissions faire aujourd'hui. Mais notre responsabilité est aussi, et peut-être et surtout, de poursuivre et de soutenir le travail des historiens, la recherche, l'analyse minutieuse de ce passé qui nous est commun, celui de la persécution et de l'assassinat des Juifs d'Europe. 80 ans après les événements, il est particulièrement important, aujourd'hui plus que jamais, de poursuivre le travail de réflexion sur la mémoire, ou plutôt sur les mémoires de ces événements. Transmettre l'histoire des enfants d'Isieux et l'histoire de la Shoah, mais aussi enseigner aux jeunes générations des méthodes et des compétences leur permettant d'adopter
une perspective critique, d'interroger nos rapports avec ces événements, de réaliser un travail de réflexion sur les mémoires de ces événements, de manière franche, honnête et libre. Là se trouve l'urgence. En effet, la connaissance du passé constitue une pierre angulaire de la construction du futur. La transmission de la mémoire des génocides, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre est en ce sens indispensable. Il est primordial de fournir les outils aux générations futures pour qu'elles puissent décrypter le monde dans lequel elles vivent. Je vous remercie. Nous allons à présent procéder à la lecture des noms des 44 enfants et 7 adultes arrêtés ici le 6 avril 1944. Pour ce faire, j'appelle des élèves de la délégation venue de Belgique, des élèves qui viennent de 7 établissements différents de Belgique et de Paris. Sami Adelchemer, 5 ans. Hans Ament, 10 ans. Nina Aronovitch, 11 ans. Max Marcel Balsam, 12 ans. Jean-Paul Balsam, 10 ans. Esther Ben Assayag, 12 ans. Eli Ben Assayag, 10 ans. Jacob Ben Assayag, 8 ans. Jacques Benguigui, 12 ans. Jean-Claude Benguigui, 5 ans. Richard Benguigui, 7 ans. Barouk Haoul Bantitou, 12 ans. Mayer Boulka, 13 ans. Albert Boulka, 4 ans. Lucienne Friedler, 5 ans. Egon Gamiel, 9 ans. Liliane Gerenstein, 11 ans. Maurice Gerenstein, 13 ans. Henri Chaim Goldberg, 13 ans. Joseph Goldberg, 12 ans. Claudine Harlaunbrenner, 5 ans. Mina Harlaunbrenner, 8 ans. Georgie Alperne, 8 ans. Arnold Hirsch, 17 ans. Isidore Carieman, 10 ans. Liane Krochmal, 6 ans. Renate Krochmal, 8 ans. Max Leiner, 8 ans. Claude Levan Reifmann, 10 ans. Fritz Lobmann, 15 ans. Alice Jacqueline Lusgard, 10 ans. Marcel Murmelstein, 7 ans. Paula Murmelstein, 10 ans. Théodore Reiss, 16 ans. Gilles Sadowski, 8 ans. Martha Spiegel, 10 ans. Senta Spiegel, 9 ans. Sigmund Springer, 8 ans. Sarah Schulklapper, 11 ans. Hermann Tetelbaum, 10 ans. Max Tetelbaum, 12 ans. Charles Weltner, 9 ans. Otto Wertheimer, 12 ans. Émile Zuckerberg, 5 ans. Lucie Feiger, 49 ans. Mina Fiedler, 32 ans. Sarah Leven-Heifmann, 36 ans. Eva Heifmann, 61 ans. Moïse Heifmann, 62 ans. Méron Zlatin, 39 ans. Léa Feldblum, 25 ans,
seule survivante. Pour dire le Kaddish, j'invite à me rejoindre M. Nissim Malka, rabbin de la Grande Synagogue de Lyon. El male rachamim shochen bameromim hametze menucha nechona ala kanafei hashechina במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים לנשמות 6 מיליוני אחינו בני ישראל, אנשים, נשים, ילדים וילדות שנהרגו ושנשחטו ושנשרפו ושנחנקו, חיים בידי הנאצים העוזרים יימח שמם, באושוויץ, בירקנו, מיידנק, טרבלינקה, מטאוזן, סוביבור, חיימלו, ובשאר מחנות ההשמדה, בעבור שאנחנו מתפללים באלו נשמותיהם, לכן בעל הרחם יסירם בסדר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהן בגן עדן תהא מנוחתם. אדוני הוא נחלתם, וינוח בשלום על משכבם, ונאמר אמן. Nous allons à présent procéder au dépôt de 51 roses en mémoire des 51 personnes arrêtées et déportées, arrêtées ici et déportées pour 50 d'entre elles, une déportation sans retour. J'appelle tout d'abord Madame Christelle Chapelle, inspectrice de l'Éducation nationale, pour la direction des services départementaux de l'Éducation nationale dans l'Ain. Madame Zora Vardaï, représentante du Centre communautaire laïque juif, département éducation à la citoyenneté.
Madame Bela Zviatlowski, trésorière de l'Association pour la mémoire de la Shoah. Monsieur Marcel Zalk, président de l'Association pour la mémoire de la Shoah. Monsieur Bertrand Werth, membre du conseil d'administration de la Maison d'Isieux. Monsieur Guy Marchand, bibliothécaire communal de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Madame Irena Dalloisio, représentante de la direction Citoyenneté, Mémoire et Démocratie de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Monsieur Dimitri Lahuerta, maire de Belay. Monsieur Serge Ball, maire de Flaxieux. Monsieur Thierry Verguin, maire de Brégnier-Cordon. Monsieur Denis Martin Barbaz, maire d'Isieux.
Madame Annie Pourtier, vice-présidente du département de l'Isère, conseillère départementale du canton de Morestel. Monsieur Jean-Yves Hédon, conseiller départemental, représentant le président du conseil départemental. Madame Myriam Keller, maire de Cézérieux et conseillère régionale. Madame Virginie Guérin-Robinet, secrétaire générale de la préfecture de l'Ain, sous-préfète de l'arrondissement de Bourg-en-Bresse. Nous allons à présent observer 1 minute de silence. Je vous remercie. Cette cérémonie est à présent terminée.